Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce 6e point de presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je commencerai classiquement par vous présenter les agendas d'abord du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, ainsi que ceux des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Mirallès, chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des Armées, et de Mme Sarah El Haïry, qui est chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. Je ferai ensuite le point sur les actualités du ministère des Armées avant de céder la parole à Madame la commissaire générale Catherine Bourdès, haute fonctionnaire à l'égalité des droits et directrice du projet Mixité pour le ministère. Elle vous présentera les mesures concrètes mises en place par le ministère des Armées en faveur de la mixité et de l'égalité. Enfin, comme toutes les semaines, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous présentera le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je commence par l'agenda de M. Sébastien Lecornu dans la perspective du 36e sommet franco-britannique qui se tiendra demain à Paris, donc demain vendredi 10 mars. Sébastien Lecornu s'est entretenu par téléphone lundi dernier avec son homologue Ben Wallace, qui est le ministre de la Défense du Royaume-Uni. Il rencontrera à nouveau son homologue britannique, cette fois demain, dans le cadre de ce sommet. Il a également échangé dans le cadre des relations bilatérales qui unissent nos deux pays, avec M. Richard Marles, qui est le Premier ministre adjoint et le ministre de la Défense d'Australie. De son côté, Patricia Mirallès s'est notamment rendue ce lundi 6 mars à Rodez, dans l'Aveyron, pour assister à la présentation du projet Femmes d'engagement, engagement de femmes, réalisé par plusieurs groupes d'élèves de collèges et de lycées professionnels, généraux et technologiques, dans le cadre du trinôme académique, qui ont pour mission de développer des actions de formation de la communauté éducative à l'enseignement de défense. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce projet avait pour objectif de montrer aux jeunes élèves que s'engager pour son pays et ses valeurs est tout autant une affaire de femmes que d'hommes. Et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes d'hier, Patricia Mirallès est également rendue à Reims pour présider une cérémonie d'hommage aux infirmières et brancardières alliées de la Première et de la Seconde Guerre mondiale devant le monument qui leur est dédié, en présence d'un détachement composé de femmes militaires du 132e régiment d'infanterie cynotechnique. De son côté, Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel, a participé mercredi 8 mars à la cérémonie d'hommage à Gisèle Halimi, avocate, militante des droits des femmes et députée. Elle s'entretiendra cet après-midi avec Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et samedi 11 mars, elle participera à l'Hôtel national des Invalides à la cérémonie nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, qui est dédiée aux victimes de tous les attentats ayant touché la France depuis les années 1970. Je passe maintenant aux actualités du ministère. Vous vous en souvenez peut-être, en septembre dernier, ici même, le colonel Maréchal, chef de corps de l'école militaire préparatoire technique de Bourges, était venu vous présenter cette nouvelle école de l'armée de terre à l'occasion de sa première rentrée scolaire. L'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre doit incorporer cette année 130 élèves en septembre prochain. Elle forme les futurs sous-officiers techniciens et spécialistes de l'armée de terre. Ces élèves, qui sont âgés de 16 à 20 ans, sont recrutés sous statut militaire d'élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre. Après l'obtention du baccalauréat, ils signent un contrat d'engagé volontaire sous-officier de 9 ans. Les inscriptions sont donc ouvertes, et notamment sur le site internet du ministère des Armées, à l'onglet Armée de terre. Le bilan dressé par le chef de corps et le proviseur de cette école est extrêmement encourageant à l'aune du premier cycle de scolarité qui se termine cette année. L'équilibre entre la formation professionnelle, technique et l'instruction militaire est augmenté par une dynamique éducative fondée sur la progressivité, la bienveillance et l'exemplarité. Cet environnement permet à l'ensemble des élèves de s'épanouir pleinement, de s'approprier individuellement et collectivement les valeurs de l'armée de terre et d'inscrire leur motivation dans la durée, en s'attachant du côté de l'encadrement à les faire progresser au rythme de jeunes élèves en pleine maturation. Les premiers conseils de progression et d'instruction qui viennent de se tenir en février ont révélé des niveaux académiques, techniques et professionnels qui laissent entrevoir un avenir prometteur pour les élèves de cette nouvelle école. Au chapitre d'enseignement mais de la défense, jeudi 9 mars, la direction de la mémoire, de la culture et des archives organise à Amiens son 2e séminaire national d'enseignement de défense au profit de formateurs, d'enseignants et d'étudiants. Comme vous le savez, les élèves bénéficient tout au long de leur scolarité d'un enseignement de défense qui est intégré dans les programmes pédagogiques de l'éducation nationale.
Cet enseignement de défense permet aux élèves d'acquérir des connaissances, des compétences et la culture de défense qui contribuent à la résilience de la nation. Il constitue la première étape du parcours de citoyenneté créé par la loi du 28 octobre 1997 et mise en œuvre par les enseignants de l'éducation nationale. Ce séminaire s'inscrit donc pleinement dans l'engagement du ministère des Armées à investir dans la formation initiale et continue des enseignants pour développer et renforcer l'esprit de défense, enjeu dont le président de la République avait rappelé l'importance lors de son discours du 13 juillet dernier à l'hôtel de Brienne. De son côté, le service d'infrastructure de la Défense a notifié le mardi 28 février 2023 la construction des nouveaux bâtiments du commandement de l'espace à Toulouse. Ce contrat marque une étape majeure du développement du commandement de l'espace. La notification du contrat à l'entreprise Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest fait suite à la signature en octobre 2022 d'un bail à construire avec le Centre national d'études spatiales. Les études de conception et les travaux débuteront prochainement pour une mise en service opérationnelle au profit du commandement de l'espace prévue en septembre 2025. La Direction générale de l'armement, pour sa part, a livré jeudi dernier, donc le 2 mars, à l'armée de l'air et de l'espace, le premier Rafale au standard F4.1 dans l'enceinte du Centre d'expertise aérienne militaire de la DGA sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Comme je vous l'avais dit le 12 janvier dernier, cet avion est le premier des Rafales F3R envoyés au centre d'essai en vol de la DGA à Istres pour leur transformation notamment logicielle et leur passage au standard F4.1. Véritable saut technologique, industriel et stratégique, ce changement de standard se traduit par l'intégration de capacités nouvelles, l'intégration d'un viseur de casque, le pod Talios que j'ai déjà évoqué ici, ainsi que l'optimisation des conduits de tir air-air, air-sol et d'un nouveau système d'autoprotection. Vous savez que nous arrivons dans une longue phase sportive qui commence avec la Coupe du monde de rugby en 2023 et puis les Jeux olympiques de Paris en 2024. L'organisation de la Coupe du monde de rugby professionnel en France du 8 septembre au 28 octobre 2023 sera l'occasion pour les armées de promouvoir leur force morale au travers de l'organisation d'une Coupe du monde militaire de rugby qui sera jouée du 16 août au 21 septembre en Bretagne. Ce rendez-vous rassemblera plus de 500 joueurs de 12 nations sur 26 stades bretons. Cette opération, baptisée Brenne 2023, sera placée sous le commandement du général de corps d'armée Michon, officier général de défense Ouest, avec en appui d'expertise le commissaire au sport militaire et le Centre national des sports de la défense de Fontainebleau. Le tirage au sort des poules de cette Coupe du monde aura lieu le 18 mars prochain à 11h à l'Hôtel national des Invalides sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill. Si vous l'avez oublié, je vous rappelle que les armées françaises sont détentrices du titre de la dernière Coupe du monde militaire féminine de rugby à 15 qui s'est déroulée en octobre 2022 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Au chapitre des réceptions d'équipements, le 28 février dernier, la Direction générale de l'armement a réceptionné le Céladon. Le Céladon est le premier bâtiment d'une série de 20 remorqueurs pousseurs côtiers de 30 tonnes, commandés au chantier Piriou et destinés à la Marine nationale. Ils sont complémentaires des remorqueurs portuaires 10 tonnes et des pousseurs de classe 6 tonnes. Ces bateaux sont destinés à assister les navires de surface et les sous-marins lors des manœuvres d'accostage et d'appareillage. Ils participeront également à l'action d'État en mer, notamment en Outre-mer. Ils remplaceront à terme les remorqueurs de 12 à 26 tonnes actuellement en service. Ce renouvellement s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire en cours, qui prévoit une vaste opération de modernisation et de rationalisation des moyens portuaires de l'ensemble des bases navales de la Marine nationale, tant en France qu'en Outre-mer. Nous allons... Excusez-moi, j'avais encore un élément d'actualité à vous donner en lien avec la journée internationale des droits des femmes et toujours pour la Marine nationale. Cette journée internationale des droits des femmes célébrée hier est l'occasion de vous signaler que les femmes peuvent désormais servir sur tous les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et sur tous les sous-marins nucléaires d'attaque de nouvelle génération, une décision prise par le chef d'état-major de la Marine en décembre 2021 pour poursuivre la politique de mixité de la Marine. Donc, après avoir suivi les formations générales et spécialisées propres à l'intégration des marins volontaires aux forces sous-marines, 6 femmes ont rejoint l'équipage du premier sous-marin nucléaire d'attaque Suffren
à l'hiver 2022. Un deuxième équipage de sous-marins nucléaires d'attaque de type Suffren accueillera prochainement des femmes militaires, de même que les premières femmes officiers mariniers intégreront un sous-marin nucléaire lanceur d'engins au cours du premier semestre 2023. Les équipages de sous-marins intègrent des femmes volontaires en leur garantissant une égalité de traitement avec leurs homologues masculins en formation, en avancement et en cursus, et en leur proposant des conditions de vie à bord conformes à la politique de mixité de la marine. Voici donc pour les actualités du ministère. Y a-t-il à ce stade des questions, en commençant par les questions en salle ? Bonjour. J'ai lu chez nos confrères du Canard enchaîné cette histoire d'un légionnaire ukrainien qui a été radié sur fond d'histoire de rivalité avec un de ses supérieurs hiérarchiques russes, et notamment que le ministre s'était emparé de l'affaire. Est-ce qu'il y a des nouvelles de cette histoire ? Non, il n'y a pas de nouvelles. C'est une affaire qui se joue effectivement au sein de la Légion étrangère sur fond de sujets qu'on a déjà connus au moment de la guerre en Bosnie et qui a été, on va dire, sur laquelle a été fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. S'il n'y a pas d'autres questions en salle, une question en audio peut-être ? S'il n'y a pas de questions en audio, nous allons passer au focus thématique de cette journée consacrée donc à la mixité dans les armées, au lendemain donc de la Journée internationale des droits des femmes. Le ministère des Armées, sur cette question, n'est pas en reste. Des mesures concrètes y ont été prises depuis des années en faveur de la mixité et de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du ministère. À titre d'exemple, il existe un observatoire de la parité, mais je pense que le commissaire général Bourdès va y revenir, depuis maintenant 10 ans, et la politique d'égalité professionnelle est inscrite dans la loi de programmation militaire en cours. Le but, c'est de traduire le droit en fait. Le commissaire général Bourdès, dont je rappelle qu'elle est la haute fonctionnaire à l'égalité des droits, va vous présenter maintenant les différents moyens et mesures mis en œuvre concrètement au sein du ministère des Armées pour répondre à cet enjeu. Madame la commissaire générale, je vous cède la parole. Je vous remercie, mon général. Mesdames et messieurs, donc je suis vraiment heureuse d'être aujourd'hui parmi vous au lendemain de cette journée internationale du droit des femmes pour vous présenter un état des lieux de la mixité au sein des armées françaises. Et la date est intéressante aussi dans la mesure où nous sommes aussi aux 10 ans de l'Observatoire de la parité, c'est un organisme qui a été mis en place pour réussir à suivre annuellement par les plus hautes autorités civiles et militaires du ministère l'avancée des mesures en faveur du droit des femmes. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. La mixité au sein du ministère, il faut savoir que ce n'est pas uniquement un enjeu de société, mais c'est aussi une nécessité opérationnelle. Un peu comme dans la plupart des entreprises privées, nous avons besoin d'élargir le vivier de recrutement. Et à l'heure actuelle, le ministère ne peut pas se dispenser d'aller rechercher parmi les 50% de talents de la population française. C'est pour ça qu'il s'est fixé 2 objectifs: faire progresser l'égalité des droits et surtout assurer l'égalité dans les faits. Et c'est là où je vais revenir sur ce que vous avez mentionné. La LPM mentionne non seulement l'égalité professionnelle, la LPM 2019-25, mais elle mentionne aussi et surtout l'égalité professionnelle réelle. Et c'est tout l'effort du cadre qui a été mis en place pour réussir à obtenir non seulement une égalité de droits, mais aussi de faits. Pour cela, je vais peut-être, si vous le voulez, rebrosser rapidement le cadre, non pas historique, je ne vais pas remonter jusqu'à Jeanne d'Arc, mais vous rappeler un peu comment tout le cadre juridique a évolué. Parce que si c'est une question d'actualité, c'est aussi un sujet qui est quand même très ancien dans les armées. Les femmes ont intégré les armées de façon durable, on en a eu dans la Première Guerre mondiale, mais de façon durable dans la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'issue de cette guerre-là, les femmes sont restées, mais elles sont restées dans un statut qui était spécifique et dans des unités qui n'étaient pas combattantes. Il a fallu attendre donc la loi Debré en 1972 pour que hommes et femmes disposent du même statut, c'est-à-dire les mêmes droits, les mêmes obligations. Voilà. Donc là encore, l'égalité n'était pas tout à fait réelle puisque les femmes n'avaient pas accès aux mêmes grades et aux mêmes fonctions.
Mais voilà, ça a été le déclencheur, et depuis, voilà, l'histoire est en marche, et la position des femmes n'est jamais revenue en arrière. Dans les grandes étapes qu'on peut citer, on a l'ouverture des écoles d'officiers aux femmes. Donc ça a été en 3 étapes. L'armée de l'air a commencé en 77, puis Saint-Cyr en 83, l'école navale en 93. On peut citer aussi la suppression des quotas, parce qu'une fois que ces écoles étaient ouvertes, eh bien, toutes les femmes ne pouvaient pas y intégrer. On avait des quotas qui limitaient l'accès. Donc tous ces quotas ont sauté en 1998. Mais ce n'était pas suffisant, puisque même avec l'absence de quotas, les femmes n'avaient pas accès à toutes les fonctions. Et c'est ça qui progressivement a été ces interdictions qui ont été supprimées. Et vous avez pu le voir, donc la dernière, vraiment très symbolique, c'est les femmes dans les sous-marins nucléaires. Donc la mixité est atteinte. Alors comment est-ce qu'on s'assure que cette égalité de droit se transforme en égalité de fait? Vous savez qu'en matière de parité, c'est jamais tout à fait exact. C'est pour ça que le ministère, pendant de très nombreuses années, s'est beaucoup investi dans la création d'un cadre qui puisse lui permettre de s'assurer de cette égalité de droit. Donc il a créé des politiques ministérielles qui étaient favorables à cette égalité. Il a créé une gouvernance solide pour faire des points réguliers et puis recadrer si c'était nécessaire. Il a fallu aussi, et ça à mon sens c'est ce qui est le plus compliqué, ça a été la transformation des esprits, parce qu'on s'adresse à une institution qui est très ancrée dans la tradition, et à juste titre. Et il a fallu donc faire évoluer les esprits, autant des hommes que des femmes. Et en fait, ensuite, il a fallu mettre des processus stricts de contrôle pour éviter que cette féminisation ne débouche sur des situations de harcèlement ou de discrimination. Donc, ça a été donc ce cadre-là. Si vous le voulez, je vais vous en présenter les étapes essentielles. Vous voyez que ça a été très, très intense ces dernières années. Je vais prendre que pour les 10 dernières années. Vous avez eu en 2012 la nomination d'un haut fonctionnaire chargé de l'égalité des droits. C'est mon poste. Donc c'est une forme d'agent de liaison entre l'interministériel et le ministériel. Il est là à la fois pour travailler en interministériel sur les politiques qui vont être mises en place. Si vous avez suivi le Conseil des ministres, vous avez vu que la Première ministre a lancé un plan égalité professionnelle auquel on a contribué. Le ministère présente des mesures. Donc il y a un index, on a travaillé sur un index égalité dans la fonction publique. Enfin voilà, on travaille sur tout ce qui est en interministériel. On s'assure que toutes ces mesures sont bien mises en œuvre en ministériel et que le ministère décline tout cela en son sein. En 2013, donc, comme nous en avons parlé, la création de l'Observatoire de la parité. Donc, ce bilan annuel sur le parcours professionnel des femmes, une analyse avec tous les acteurs et pour final quelques décisions pour dire voilà, on va travailler peut-être un peu plus dans ce sens-là, un peu plus dans ce sens-là. Voilà, on suit ça de très près. En 2014, nous avons eu la création de la cellule Thémis, que vous connaissez tous. Hein. C'est une cellule de lutte contre les cas de harcèlement, violences sexuelles et sexistes. Il faut savoir que depuis l'année dernière, la cellule Thémis est ouverte aux discriminations de tout genre, c'est-à-dire qu'on a quitté le sexuel, ça s'élargit aux 25 critères de discrimination qu'on peut trouver. Voilà, donc c'est une cellule qui est là non seulement pour récupérer des signalements, mais elle a aussi une mission de conseil, et on l'oublie peut-être un peu trop. Le but de Thémis, c'est de ne pas être saisi, c'est que le vivre ensemble soit suffisamment solide pour ne pas avoir à intervenir. Ce n'est pas le cas, puisque toute collectivité humaine a ses frictions. Et donc, elle est là aussi pour former, par exemple, tous les cadres qui vont prendre les commandants de base, par exemple, les chefs de corps, sont formés par Thémis avant de prendre leurs fonctions pour qu'ils connaissent le droit et qu'ils connaissent l'évolution du droit dans ce domaine-là. En 2017, donc, il y a eu les mesures du plan famille qui a été renouvelé l'année dernière. Donc, c'est un peu hors de mon périmètre, mais je trouve qu'il y a quand même une vraie contribution à l'égalité professionnelle réelle, puisque dès qu'on parle de logement, de garde d'enfants et de mobilité, vous savez que c'est quand même des questions qui sont très souvent portées par les femmes. Et donc, toutes les mesures qui ont été mises en place par ce plan famille nous aident, nous, les femmes du ministère, à approcher cette égalité réelle. En 2018, création d'une direction de projet mixité. Donc l'idée, c'était qu'on avait constaté une petite stagnation dans la féminisation des armées. On s'est dit, voilà, il faudrait lancer un plan, il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut initier comme mesure pour relancer le recrutement des femmes. Et donc ce plan s'est organisé autour de 3 axes d'efforts. Le premier, le recrutement, bien sûr.
Il fallait donner envie aux jeunes femmes de venir chez nous, leur montrer qu'elles avaient une carrière et qu'elles pouvaient finir CEMA peut-être, un jour. Il y avait un axe gestion, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, qu'on avait un problème de fidélisation, et on l'a toujours, un problème de fidélisation des femmes militaires. Et donc, c'est bien beau de recruter, si vous ne gardez pas, par le système des vases communicants, voilà, vous n'arrivez pas à avoir un vivier suffisant pour pouvoir justement prétendre au plus haut grade. Donc, il a fallu travailler dessus. Et un travail sur les représentations, sur lequel les communicants nous ont beaucoup aidés, c'est-à-dire pouvoir montrer aux jeunes femmes, soit civiles, soit militaires, leur montrer que tout leur était possible. Elles peuvent finir générales, elles peuvent finir sous-marinières, elles peuvent être pilotes de chasse et maintenant elles peuvent même être astronautes. Donc, voilà, et c'est tout ça, le rôle de la communication, c'est aussi de faire savoir aux femmes que rien ne leur est interdit. Voilà. En 2020, donc pour faire du plus récent, nous avons créé un réseau de référents mixité-égalité. Donc le but, c'est de s'assurer que toutes ces questions de mixité, cette réflexion sur l'égalité homme-femme, sur tout cela diffuse au plus près du terrain. Donc nous avons 1100 référents égalité, mixité, et donc ils sont là pour répercuter la voix du ministre sur ces questions-là. Et pour moi, tel que je les conçois, ils sont là aussi pour être un peu des pompiers. Enfin, l'idée, c'est d'être suffisamment près du terrain pour comprendre quand il y a des situations toxiques, inacceptables, et pouvoir agir. Vous savez, c'est comme un feu, il vaut mieux éteindre une étincelle qu'essayer d'éteindre un incendie. Donc leur rôle, c'est aussi d'aller au terrain, former les gens, leur expliquer, voilà, éviter les situations difficiles. En 2020, nous avons travaillé sur le plan égalité professionnelle, qui lui était à destination du personnel civil. Et donc il a été signé donc entre la ministre des Armées et toutes les organisations syndicales représentatives. Il s'organise autour de divers axes, mais les principaux, c'était égalité de rémunération. Donc vous voyez, on est sur des questions tout à fait généralisables à l'ensemble de la société. Égal accès des femmes et des hommes au corps gradé emploi, donc sur l'ensemble de la pyramide. Et ensuite, favoriser une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et là encore, c'est des points qui sont extrêmement importants pour les femmes, puisqu'on porte, même si nous avons des conjoints attentifs, on porte quand même l'essentiel du fardeau. Et c'est d'autant plus difficile à concilier quand on est une femme militaire et qu'on a des mobilités, des exigences de plage horaire qui sont parfois difficilement compatibles avec une vie de famille. Voilà. Mais c'est possible, et c'est ce message qu'il faut faire passer. Et enfin, en 2021, nous avons préparé un plan formation à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la diversité. Et l'idée, c'était qu'on se donnait 4 ans pour former ou sensibiliser l'ensemble des agents du ministère, donc personnel civil, personnel militaire, aux questions de mixité. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, et donc on travaille dessus. Donc voilà pour les actions officielles. Il faut savoir que le ministère encourage aussi le tissu associatif. Nous avons en particulier l'association avec les femmes de la défense, donc qui, comme vous connaissez bien, hein, mais le terme « avec » en tant que responsable mixité m'intéresse, puisque ce n'est pas une association de femmes, c'est une association d'hommes et de femmes qui réfléchissent aux questions de mixité au sein de la défense. Il y a le réseau, bien sûr, Combattantes du numérique, que vous connaissez, et qui sont très actifs pour promouvoir le numérique auprès des jeunes femmes. Voilà, donc voilà le cadre, voilà les objectifs, voilà le cadre. Maintenant, la question évidente, c'est est-ce que ça a produit du résultat ? Alors écoutez, je suis pour avoir fait le bilan hier, voilà, j'étais assez heureuse pour constater que tout était à peu près, bien entendu, parce que rien n'est parfait, mais tout était au rendez-vous. Nous avons les chiffres qui sont au rendez-vous, puisque nous atteignons 16,8% de femmes militaires, donc un peu plus de 34 200 femmes, donc qui maintient la France parmi les toutes premières nations en termes de féminisation des armées. Le taux de femmes projetées en opération extérieure est passé à 9,9%, donc on est près de 10% des combattantes en opération, des combattants en opération sont des combattantes. Et le chiffre n'a pas baissé malgré le premier décès que nous avons eu en opération. Voilà. Nous avons, ce qui est très encourageant pour la suite, nous avons 22% des lauréats des concours d'officiers qui sont des lauréates. Voilà, et c'est particulièrement marquant sur les recrutements externes d'officiers, donc où nous sommes passés de 9% en 2013 à plus de 26% en 2023. Donc on recrute et nous sommes en train de constituer un vivier d'officiers important. Ce qui est
essentiel pour l'atteinte des objectifs LPM. Vous savez que nous devons atteindre un certain nombre d'officiers. La LPM devait doubler le nombre d'officiers généraux. Nous sommes sur la courbe à ce stade, puisque fin 2022, nous étions quasiment aux 10% que nous devions atteindre fin 2022. Donc 9,66, je considère que nous avons fait la croix dans la case. Comme vous avez vu, la mixité, donc, à part les chiffres sont importants, mais il faut voir le reste aussi. Nous avons la mixité qui est complètement réalisée. Il n'y a plus un seul endroit dans les armées où les femmes sont interdites. Je ne dis pas qu'elles sont partout, mais il n'y a aucun endroit où elles sont interdites. Après, c'est une question de volonté. Tout le monde n'a pas envie d'aller crapahuter par 50 degrés à l'ombre ou plonger dans un sous-marin. Donc, l'idée, c'est de ne pas d'obliger qui que ce soit. Vous avez vu que c'était des volontaires pour les sous-marins. Voilà. Chacun doit pouvoir avoir la carrière qu'il souhaite. On peut dire aussi que la bataille de la perception, ça c'est intéressant, c'est l'enquête d'ICODE 2023, qui nous montre que pour 78% du personnel du ministère, la mixité et la diversité le rendent plus efficace. Donc vous vous rendez compte qu'on a quand même passé un cap assez sérieux en termes d'assimilation des femmes et de la compréhension de l'utilité opérationnelle des femmes. On peut dire ensuite que la reconnaissance symbolique des femmes, de la place des femmes dans la hiérarchie militaire est atteinte aussi, puisque nous avons désormais la première femme 5 étoiles, donc l'ingénieure générale de l'armement Monique Legrand-Laroche, première générale élevée au rang de générale 5 étoiles. Nous avons la première femme directeur de Polytechnique, avec l'ingénieure générale de l'armement Laura Chaubard. Et nous avons donc la deuxième spationaute dont je parlais, la lieutenant-colonel Sophie Adnaud, la deuxième spationaute française après Claudie Agnoret. Donc nous en sommes très fiers. Et pour conclure, il faut noter aussi la reconnaissance officielle, donc par l'État, par un label de l'État, des efforts du ministère en faveur de l'égalité. Ça a été la remise en décembre 2022 des 2 labels AFNOR, donc le label égalité professionnelle et le label diversité, qui consacrait donc la politique et les processus mis en place par le ministère dans ces 2 domaines-là. Voilà, donc ces labels, je pourrais revenir si vous souhaitez, ils sont remis à la suite d'audits qui sont assez poussés. C'est une vraie campagne d'audit qui couvre une partie des organismes du ministère. Et donc nous avons été labellisés au titre de l'ensemble du ministère. Et ce qui peut être intéressant à savoir, c'est qu'ils sont aussi allés auditer nos écoles. Donc vous savez que la question de l'égalité homme-femme, la mixité se pose beaucoup en école. Et donc le passage dans les écoles des armées, du ministère, ont débouché sur un satisfecit. Je ne dis pas là encore que tout est parfait, mais au moins le ministère a mis en place les politiques et les processus nécessaires pour que ça se passe bien. Voilà. Donc voilà pour les résultats. Maintenant, je vais vous parler rapidement d'avenir. 2023, une année très chargée. Il y a la relance, le renouvellement du plan égalité professionnelle. Donc le plan égalité professionnelle pour les personnels civils couvrait 21-23. Donc il va falloir que d'ici la fin de l'année, nous préparions un nouveau plan. Il va falloir faire les labels de suivi parce que nous sommes labellisés AFNOR, nous en sommes très fiers, mais il y aura des audits de suivi pour s'assurer que la belle image que nous avons montrée les 2 dernières années se poursuit et que les engagements que nous avons pris sont tenus. Il va falloir aussi travailler à la modernisation du plan mixité, puisque nous avons vu que toutes les mesures n'avaient pas débouché sur des résultats satisfaisants. Il faut changer de mesure, peut-être changer d'approche, il faut avoir une ouverture différente. Et nouvel axe donc, qui m'a été demandé par le ministre des Armées, c'est un axe international qui n'avait pas été très exploré jusqu'à présent. Et l'idée, c'est à la fois renforcer notre posture internationale sur les questions de mixité, puisque nous sommes très bons en résultats et très silencieux dans les instances telles que l'ONU, l'UE, l'OTAN, etc., ou des nations qui, elles, soit ne sont pas moins combattantes ou en tout cas avec de moins bons résultats, donnent des leçons et font des centres d'excellence. Donc il est temps que nous montrions ce que nous savons faire. Et la deuxième idée est bien entendu d'aller faire du benchmark et d'aller chercher les bonnes idées là où elles existent. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous recevons en 2024 un séminaire politico-militaire. C'est un séminaire de formation qui est destiné aux officiers une sélection d'officiers supérieurs féminins de l'OTAN et de pays partenaires sur lesquels nous allons leur faire une formation politico-militaire à la française. Voilà.
Voilà pour l'actualité. Je vous remercie de votre attention. On va donc enchaîner sur la semaine des opérations. On va commencer par un film d'une saisie de stupéfiants en mer d'Arabie. Soleil de Victor, on va essayer à vous parler. On va revenir sur cette saisie cette semaine, mais on commence assez traditionnellement par le flanc Est, où les armées françaises continuent leur engagement dans le cadre de la posture de l'OTAN et des missions de réassurance, et au titre d'alliés fiables, crédibles et solidaires. En Estonie, le 28 février, le sous-groupement tactique interarmes à dominante infanterie de la mission Lynx s'est entraîné au combat en zone urbaine sur le camp militaire de Tapa. Cet exercice qui a permis aux soldats français de s'adapter aux procédures des partenaires britanniques et estoniens lors d'un scénario défensif, afin d'éprouver les capacités des soldats à agir et combattre dans un milieu cloisonné. Et c'est donc s'entraîner au combat d'usure. De ce côté, l'élément de soutien national a conditionné les matériels sortant du SGTIA, du sous-groupement tactique interarmes. Nous sommes en période de relève. Et donc les véhicules haute mobilité et les véhicules de l'avant blindé ont été préparés avant leur réacheminement vers la France. Et en vue de cette relève, cette semaine, une dizaine de véhicules blindés multirôles Griffon ont été chargés sur un train militaire cette semaine avant d'être acheminés depuis la France vers l'Estonie. En Lituanie, le dispositif d'alerte permanente au profit de l'Alliance avec les 4 Rafales qui assurent les missions de Enhanced Air Policing sur la base aérienne de Siolai. Donc une semaine sur 2, ils sont en alerte réelle ou simulée pour continuer des entraînements avec les partenaires de l'Alliance. Ainsi, du 2 au 8 mars, les Rafales ont effectué 9 missions d'entraînement, dont 4 aux côtés des Alliés. En outre, dans le cadre de la mission de police du ciel, le 4 mars, une alerte réelle, cette fois-ci, a été déclenchée par le CAOC, Combined Air Operations Center, lorsqu'un aéronef inconnu a été repéré dans la FIR, la Flight Information Region des pays baltes. 2 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace ont décollé pour effectuer une vérification d'identité de cet aéronef. Et puis une escorte aux abords des États baltes. L'autre type de mission aérienne, ce sont les missions air shielding, au profit de l'OTAN aussi, et qui s'effectuent depuis la France. Et cette semaine, c'était le 3 mars, un avion radar, donc E-3F AWACS, qui a effectué une mission de détection et de contrôle en Pologne. Ces opérations sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent avec nos alliés présents dans le ciel est-européen. En Roumanie, dans le cadre de la mission Aigle, le renforcement de l'interopérabilité est continu et du 27 février au 1er mars, la batterie d'artillerie du Collective Defense Battle Group CDBG a conduit l'exercice Eagle Griffin sur les camps de Cinku et Cartișoara en Roumanie. Pendant cet exercice d'interopérabilité avancée, la batterie a effectué des missions d'appui-feu en procédure JAT, donc Joint Air Attack Team, intégrant à la manœuvre des tirs d'artillerie, l'appui des hélicoptères roumains et des avions de combat F-18 espagnols. Et en parallèle, la section militaire française déployée à Cartișoara a manœuvré et détecté l'ensemble des tirs d'artillerie. Au total, une centaine d'obus explosifs ont été tirés. En outre, le 3 mars, dans le village de combat de Cinku, les militaires français du CDBG se sont entraînés au tir d'explosifs en zone urbaine.
on part en Afrique dans le cadre de l'opération Corimbe, donc de coopération et de sécurisation maritime. Le patrouilleur de haute mer, premier maître Lair, qui est engagé depuis le 25 janvier, poursuit son déploiement et sa coopération avec les pays riverains du golfe de Guinée. Après plusieurs jours de patrouille et d'entraînement mutuel, avec un patrouilleur notamment togolais qui s'appelait Oti, le premier maître Lair est arrivé le 27 février à Lomé, au Togo. Cette escale a été l'occasion de s'entraîner avec les marins locaux dans les domaines de la plongée et de la santé. Puis le bâtiment a ensuite continué sa mission de lutte anti-piraterie dans les zones économiques exclusives du Togo et du Ghana, avant de rejoindre les patrouilleurs espagnols Audaz et italiens Foscari pour un entraînement conjoint visant là aussi à renforcer l'interopérabilité dans cette zone stratégique. Au Proche et Moyen-Orient, dans le cadre de la mission d'Amman au Liban, le mandat d'Amman 44 s'achève cette semaine avec le retour en France des militaires déployés depuis novembre. Et en 4 mois, plus de 500 patrouilles ont été réalisées dans l'aire d'opération aux côtés des forces armées libanaises. 2 manœuvres logistiques ont été conduites et ont également marqué ce déploiement, permettant de renouveler le matériel déployé par les armées françaises. Le déploiement dans l'aire d'opération des troupes françaises ainsi que d'un poste de commandement tactique a été joué dans 3 exercices majeurs afin de montrer la capacité singulière de la Force Commander Reserve, la FCR, à agir en permanence et partout. Près de 40% des entraînements conjoints de la FINUL, donc la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, avec les forces armées libanaises, ont été organisés et tenus par cette FCR, et 100 pompiers libanais ont été formés par son détachement de sapeurs-pompiers. Chaque jour, un atelier de langue française était tenu dans les écoles du Sud-Liban et par les soldats des différents sous-groupements. Et enfin, une vingtaine de projets majeurs au profit de la population libanaise ont été réalisés, majoritairement sous les formes de dons. Des dons alimentaires, matériels, informatiques, des panneaux solaires et des dons de kits scolaires. Pour les forces françaises aux Émirats arabes unis, du 27 février au 17 mars, elles ont participé à l'exercice international Desert Flag 2023, contribuant à la préparation opérationnelle de haut niveau dans le domaine aérien. Organisé et conduit par l'Air Warfare Center émirien, AWC, cet entraînement multinational rassemble cette année les nations suivantes: Arabie Saoudite, Australie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Inde, Koweït, Royaume-Uni et France. Et pour cette édition, les armées françaises engagent 4 Rafales et un avion ravitailleur MRTT de l'armée de l'air et de l'espace. Cet exercice a pour objectif d'entraîner les équipages et les contrôleurs de défense aérienne à des missions complexes dans un environnement interallié face à une contestation de ces espaces, s'appuyant sur la qualité des infrastructures d'entraînement de l'Air Warfare Center émirien et d'une très vaste zone de combat aérien. Toujours au FFEAU, la sécurisation des voies maritimes avec un détachement de plongeurs des mineurs qui a été déployé dans le cadre du groupe Guerre des Mines, GGDM 23, et qui a pris part à l'exercice interallié IMX 23 à Bahreïn. Cet exercice intègre un détachement émirien, ainsi que des équipes, ce qu'on appelle EOD, Explosive Ordnance Disposal, américains, japonais et britanniques, jusqu'au 17 mars. Lors de ces premiers jours d'exercice, ces équipes se sont concentrées sur le partage des savoir-faire et plus particulièrement les procédures de neutralisation d'une mine dérivante. On revient sur le film montré au début de mon intervention, qui s'inscrit dans le déploiement du groupe Jeanne d'Arc 23. Et donc cette saisie s'est déroulée le 2 mars dans le cadre de l'opération européenne Atalante. Et donc le groupe Jeanne d'Arc, qui est constitué de la frégate Lafayette et du porte-hélicoptère amphibie Dixmude, ont procédé coup sur coup à 2 saisies de produits stupéfiants sur des boutres naviguant dans la mer d'Arabie. Ainsi, plus de 200 kg de méthamphétamine et près de 600 kg de résine de cannabis ont été saisis sur le premier boutre et environ 300 kg d'héroïne sur le second.
Ça fait donc plus d'1 tonne de produits stupéfiants de saisie dans la journée. Le groupe Jeanne d'Arc a ensuite poursuivi sa route vers l'Est en soutien de la CTF, la Combined Task Force 150, qui est une coalition multinationale assurant des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme et la piraterie et les narcotrafics. Enfin, le 6 mars, les 2 bâtiments ont accosté à Cochin, en Inde, pour des activités de coopération et de ravitaillement en vivres et en combustible. Et en outre, les 150 soldats du groupement tactique embarqués ont rejoint à terre la 91e brigade d'infanterie indienne pour 4 jours d'exercice. En Asie-Pacifique, mission de soutien aux populations, vous avez pu suivre deux cyclones et un tremblement de terre au Vanuatu qui a dû faire appel à l'aide internationale. Et les forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui sont situées à 500 km du Vanuatu, ont immédiatement engagé des moyens. Ainsi, des vols de reconnaissance ont été effectués par le Falcon 200, gardien de la Marine nationale, pour évaluer les dégâts, avant que le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, BSAOM, d'Entrecasteaux, rallie Port-Vila. Le BSAOM d'Entrecasteaux a appareillé avec à son bord des militaires du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie, du service de santé des armées et une équipe de secouristes de Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif a été renforcé depuis le 7 mars par un hélicoptère Puma, toujours de Nouvelle-Calédonie, et le détachement militaire français est présent sur plusieurs îles du territoire pour porter son aide en profondeur et coopérer au sein du dispositif d'aide internationale, notamment avec des apports de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qui est géré par l'organisme local de gestion des catastrophes. Aux Antilles, lutte contre le narcotrafic également. Le 3 mars, le patrouilleur anti-Guyane, la combattante, est intervenu sur un navire de pêche en haute mer à plus de 200 nœuds nautiques des côtes, à l'est de l'arc antillais, appuyé par l'avion de surveillance maritime des douanes. L'intervention de l'équipage de la combattante a permis de constater la présence de nombreux ballots suspects à bord du navire de pêche et la marchandise découverte a été ainsi révélée comme de la cocaïne. Depuis le début de l'année, ce sont ainsi plus de 3 tonnes de drogue qui ont été saisies en 3 opérations entravant le trafic de stupéfiants dans la zone. En océan Indien, présence et souveraineté dans les terres australes et antarctiques françaises, à la suite de l'exercice baptisé Paille-en-Queue, qui s'est déroulé fin janvier au large des côtes réunionnaises. L'ensemble des bâtiments des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, les Fazoy, s'est déployé pour plusieurs semaines de missions, des missions de présence et de souveraineté. Donc. Ainsi, la frégate de surveillance Floréal a patrouillé dans le canal du Mozambique. La frégate de surveillance Nivose a rallié la zone économique exclusive des terres australes et antarctiques, les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, après une escale en Afrique du Sud, et le patrouilleur Le Malin a navigué en mission de surveillance du sud de l'océan Indien. En parallèle, le patrouilleur polaire Astrolabe a poursuivi sa mission de soutien logistique antarctique au profit de la base du Mont d'Urville en Terre Adélie. Un point pour conclure, un point de préparation opérationnelle sur la dernière semaine de l'exercice d'ampleur Orion qui s'est déroulé dans le sud de la France et sur lequel je vais faire donc un rapide tour. Après avoir saisi 2 points d'entrée les 25 et 26 février, puis consolidé une tête de pont en Ardland, donc le territoire fictif qui était joué ici, la force Orion a débuté la phase d'exploitation et de sécurisation. En vue de renforcer le premier échelon de l'entrée en premier, les renforts interarmés lourds ont débarqué le 3 mars dans le port de Sète et leur déploiement dans la zone d'opération s'est effectué grâce à une manœuvre logistique d'ampleur du GSIAT, donc le groupement de soutien interarmé de théâtre, qui engageait plus de 600 véhicules en 40 convois à destination de Castres. Ce renforcement a permis un nouveau redéploiement de la force, et tout en conservant la supériorité aérienne et en instaurant un dispositif d'interdiction maritime en Méditerranée. Ces 2 manœuvres de supériorité ont permis une nouvelle opération aéroportée qui a été effectuée sur
Caylus par la 11e brigade parachutiste, alors que le franchissement du Tarn a été amorcé par les unités de la 6e brigade blindée, malgré les actions simulées de harcèlement des milices tantales. L'objectif est la libération de Cahors, et en parallèle, des actions de formation ont été conduites au profit des forces simulées arnlandaises, et une nouvelle campagne de ciblage avec des frappes aériennes et maritimes a eu lieu en Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour entraver la liberté d'action adverse. En parallèle, l'effort s'est porté sur la valorisation des actions de la force Orion et l'appui aux forces arnlandaises. Tout ça dans une manœuvre avec des partenaires, bien évidemment, tout en contrant les attaques informationnelles simulées de Mercure. Et on note que des capacités spatiales ont été employées en appui des composantes afin de garantir les communications et de la surveillance qui permettent des frappes aériennes sur le dispositif ennemi, l'alimentation du combat en temps réel et la neutralisation des dispositifs de déni d'accès. C'est bien ce qu'il faut retenir, c'est la combinaison multimilieu, multichamp, donc dans les champs physiques et dans les champs immatériels, qui permet à la force de conserver son ascendant sur l'ennemi simulé.